Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Choseville, toujours très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Alors après le Botswana la semaine dernière, je voudrais vous amener dans un autre pays d'Afrique australe, le Mozambique, qui est un très vaste pays lusophone, c'est-à-dire qui parle portugais, situé dans le sud-est de l'Afrique. Dans cette région, il y a aussi l'Angola, qui est un autre pays francophone, mais qui est situé au sud-ouest de... pardon, j'ai dit le francophone, je voulais dire lusophone, bien sûr, qui est situé dans le sud-ouest de l'Afrique. Donc ce sont les deux grands pays lusophones d'Afrique. Il y en a trois autres, mais les principaux sont le Mozambique et l'Angola. La superficie du Mozambique est de 801 590 km² pour une population estimée à près de 30 millions d'habitants. Depuis la tenue des élections générales du 9 octobre dernier, le pays s'enfonce dans la crise. Il s'agissait de l'élection présidentielle, mais aussi des élections législatives et provinciales. Le pays est dirigé depuis 49 ans par le Frelimo, le Front de libération du Mozambique. Le mouvement qui mena la lutte armée contre le colonisateur portugais jusqu'en 1975 et qui imposa ensuite, après l'indépendance, un régime à parti unique d'orientation marxiste. Les élections qui viennent de se dérouler n'étaient pas des élections ordinaires, car pour la première fois, les candidats en lice pour la présidence n'étaient pas issus de cette période de lutte de libération nationale. Le président sortant, Filipe Nyusi, qui a été impliqué dans de nombreux scandales de corruption, ne pouvait pas se représenter pour un troisième mandat consécutif. Le Frelimo avait donc investi Daniel Chapo comme candidat, et ce candidat était donné favori dans un contexte, bien sûr, de fraude électorale répétée en faveur du Frelimo lors de toutes les élections qui se sont déroulées dans ce pays depuis l'indépendance, et surtout depuis le retour du multipartisme. Pour ces élections générales, 17 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes et la commission électorale a annoncé un taux de participation de 43% seulement. Comme cela était anticipé, Daniel Chapo a été élu président de la République avec 71% des suffrages. Outre Daniel Chapo, l'élection présidentielle a vu s'affronter Oussoufo Momade de la Renamo, l'ancienne guérilla anticommuniste de l'époque de la guerre civile entre 1975 et 1992, devenu ensuite principal parti d'opposition, Lutero Simango du MDM, le mouvement démocratique du Mozambique, et Venancio Mondlane, un indépendant transfuge de la Renamo, soutenu par une coalition de partis d'opposition. 7 autres candidats avaient aussi présenté leur candidature, mais n'étaient pas parvenus à la faire valider, faute d'avoir recueilli le nombre requis de signatures. Si la victoire du candidat du Frelimo est loin d'avoir été une surprise, le fait qu'un candidat indépendant, Venancio Mondlane, soit arrivé second avec 20,32% des voix était pour le moins inattendu. En effet, toutes les élections organisées depuis 1995, année de l'établissement du multipartisme, s'étaient toujours réduites à un duel entre le Frelimo et la Renamo, l'ancienne guérilla anticommuniste. Or, cette fois-ci, le candidat de la Renamo, Oussoufo Momade, n'est arrivé qu'en troisième position avec seulement 5,81% des voix, un score presque insignifiant. Au Mozambique,
le président de la République est élu au suffrage universel, direct, uninominal, majoritaire, à 2 tours, pour un mandat de 5 ans. Dans l'élection qui nous occupe, la dernière élection d'octobre dernier, Daniel Chapo a donc été déclaré vainqueur au premier tour, puisqu'il a eu 71% des suffrages. Il aurait eu, je devrais plutôt utiliser le conditionnel. Daniel Chapo devrait prêter serment en janvier 2025. Peu connu des Mozambicains avant sa candidature, il était jusque-là gouverneur de la province d'Inhambane, une ville que je connais bien, et ce depuis 2016. Malgré ce déficit de notoriété, le candidat a pu compter sur la force de son parti. Mais malgré le fait que le Frelimo ait monopolisé le pouvoir depuis 1975, Daniel Chapo s'était présenté comme un candidat du changement. À 47 ans seulement, il sera le premier président du Mozambique à être né après l'indépendance. Dès l'annonce des résultats partiels, l'opposition criait déjà à la fraude. À la suite des heurts ont éclaté, à la suite de l'annonce des résultats, des heurts ont éclaté entre des manifestants et les forces de l'ordre dans la capitale Maputo, ainsi que dans les villes de Nampula et Nacala au nord, après l'appel de Venancio Mondlane, arrivé en seconde position, à paralyser le pays. Ce dernier a dénoncé un banditisme électoral de la part d'un régime qui fera tout pour ne pas perdre les élections, pour reprendre ses propres termes. Ces manifestations ont été dispersées par la police, qui a utilisé des gaz lacrymogènes et a aussi, hélas, tiré à balles réelles sur la foule. Les soupçons de fraude sont aussi appuyés par les observateurs de l'Union européenne. Si le scrutin s'était déroulé dans le calme, à l'exception de plusieurs communes de la province de Cabo Delgado dans le nord, où la rébellion islamiste a empêché la tenue du vote, les observateurs internationaux et locaux ont relevé qu'il est à nouveau l'objet de pratiques électorales frauduleuses portant atteinte à sa crédibilité. Comme toujours depuis 1995, le Frelimo a utilisé l'ensemble des ressources de l'État à son profit durant la campagne, tandis que le vote lui-même a été l'objet d'irrégularités. Selon les observateurs de l'Union européenne, plus d'un tiers des chiffres des bureaux de dépouillement ne concordaient pas avec les procès-verbaux des différents bureaux de vote. Également mis en cause, les listes électorales qui comportaient un total d'électeurs égal à 104% de la population estimée lors du dernier recensement, mineurs compris. Comparé au précédent scrutin de 2019, les listes ont ainsi augmenté de 30%, alors que la population adulte, elle, n'a augmenté que de 17%, favorisant ainsi la fraude par le vote d'électeurs fictifs. Qui est donc Venancio Antonio Bila Mondlane, le candidat arrivé deuxième et qui revendique la victoire, en mettant en cause les fraudes pendant le scrutin et durant la compilation des résultats? Il est né en 1974, un an avant l'indépendance, à Lichinga, une ville de la province de Niassa, dans le nord du pays. Cette province porte le nom du lac qui l'aborde, c'est-à-dire le lago Nyassa, dont la plus grande partie se trouve au Malawi, où il est connu sous le nom de lac Malawi. Il a commencé sa vie politique au Frelimo avant de passer à l'opposition. D'abord au MDM, le Mouvement démocratique du Mozambique, un parti issu d'une scission avec la Renamo en 2009. En 2013, il a rallié la Renamo. Aux élections législatives de 2014, il a été élu député dans la province-ville de Maputo et réélu lors de celle de 2019, et cela sous l'étiquette de la Renamo. Lors des élections municipales de 2023, Mondlane a été le candidat de la Renamo
pour la mairie de Maputo, la capitale. Battu, il dénonça déjà des fraudes. En mai de cette année, il s'est porté candidat à la présidence de la Renamo, mais il a été exclu de cette élection interne au parti. C'est sans doute cela qui le décida à quitter la Renamo le mois suivant. Devenu indépendant, il a pu se présenter à l'élection présidentielle d'octobre après avoir reçu le soutien de Podemos, c'est-à-dire le Parti optimiste pour le développement du Mozambique, et de la CAD, la coalition Alliance démocratique, une coalition de 9 partis politiques d'opposition. Venancio Mondlane a axé sa campagne sur la lutte contre la corruption et les fraudes électorales, en particulier celle des élections municipales de 2023. Et il a progressivement gagné en crédibilité face au candidat du Frélimo, le parti au pouvoir. Il a en particulier dénoncé avec virulence la présence de troupes rwandaises au Mozambique, en exigeant que toute la lumière soit faite sur le contenu de l'accord conclu par le président sortant, Philippe Nyusi, avec Paul Kagame, l'homme fort du Rwanda. En effet, depuis juillet 2021, un contingent de l'armée rwandaise a été envoyé dans la province nordiste du Cabo Delgado afin d'aider l'armée mozambicaine à reprendre le contrôle du territoire dont s'étaient emparés les insurgés salafistes djihadistes d'Ansar al-Sunna, un groupe terroriste qui a prêté allégeance à l'État islamique, Daesh, en juillet 2019. Selon des informations concordantes, c'est la France qui a encouragé ce déploiement armé rwandais au Mozambique afin de défendre les intérêts de Total Energy au Cabo Delgado. La province du Cabo Delgado est économiquement stratégique pour le Mozambique. Durant la dernière décennie, d'énormes gisements de pétrole et de gaz y ont en effet été découverts et 2 immenses blocs offshore de gaz, les réserves les plus importantes de l'Afrique de l'Est, y sont exploités par les entreprises Total, Eni et ExxonMobil. Cette insurrection islamiste avait véritablement démarré dès 2017. Vers la fin mai et le début juin 2018, une quarantaine de personnes avaient été tuées dans les violences, certaines décapitées, et des centaines de maisons avaient été incendiées. C'est à cette époque que les insurgés ont commencé à lancer des attaques en plein jour. À la fin de 2019, les violences gagnèrent en intensité. Le 23 mars 2020, les islamistes s'emparèrent brièvement de la ville portuaire de Mocimboa da Praia, où ils pillèrent les commerces et détruisirent les banques et les bâtiments liés à l'État, tout en distribuant de l'argent et des vivres aux habitants afin de gagner le soutien des populations locales. Le 5 août suivant, les djihadistes lancèrent une grande offensive de nouveau contre la ville de Mocimboa da Praia, dont ils prirent le contrôle total le 12 août. Le 7 novembre, les djihadistes atteinrent le comble de l'horreur en capturant 51 jeunes hommes chrétiens dans le district de Muidumbe avant de les décapiter sur un terrain de football. Le 24 mars 2021, une attaque à proximité de la ville de Palma a fait plus de 1400 morts ou disparus, dont 55 employés chargés de la mise en œuvre du projet d'extraction gazière et de liquéfaction prévu dans le secteur. Cela a entraîné la mise en sommeil du projet jusqu'en 2023. En effet, cet important projet gazier, représentant près de 50 milliards d'euros d'investissement, se trouve à seulement 10 km de cette ville de Palma. Le 27 mars 2021, les islamistes parvinrent à s'emparer de la ville de Palma après 3 jours de combats qui firent des dizaines de morts au sein de la population civile et qui jetèrent des dizaines de milliers de personnes sur les routes de l'Exode. L'armée mozambicaine lança cependant une contre-offensive et parvint à reprendre entièrement le contrôle de Palma dès le 5 avril. En août,
Les forces mozambicaines et rwandaises passèrent à l'offensive et libérèrent plusieurs localités avant de parvenir à reprendre Mocimboa da Praia le 8 août. Depuis, la plupart des territoires dont s'étaient emparés les terroristes ont été repris par les forces gouvernementales et leurs alliés rwandais. La province du Cabo Delgado a enregistré une baisse notable du nombre d'attaques et les djihadistes, ayant perdu l'essentiel de leur territoire, ont commencé à migrer vers d'autres provinces afin d'ouvrir de nouveaux fronts, en particulier dans la province voisine de Niassa, dont j'ai déjà parlé. Ce qui inquiète fortement les observateurs, car le nombre d'attaques ne cesse de croître dans cette province. En juin 2022, l'ONU évaluait le nombre de morts dans ce conflit à plus de 4000, dont la majorité étaient des civils. À cette époque, on comptait plus de 800 000 personnes déplacées du fait de la guerre dans la seule province du Cabo Delgado. 3 mois après le début de la contre-offensive, Paul Kagame était venu en personne au Mozambique afin de féliciter ses troupes. À cette occasion, il devait déclarer, le 24 septembre 2021, je le cite, « Nous avons montré ce que nous sommes capables de faire avec des ressources limitées. Les rebelles sont prévenus, nous ne les laisserons pas revenir menacer les vies des Mozambicains. » Fin de citation. Cette intervention de 3000 soldats et policiers rwandais a été partiellement financée par l'Union européenne. Au titre de la Facilité européenne pour la paix, un mécanisme permettant de soutenir des partenaires dans les domaines de la défense afin de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, selon son intitulé officiel. Les militaires rwandais ont ainsi bénéficié d'une mesure d'assistance d'un montant de 20 millions d'euros, destinée notamment au transport de leurs troupes et à l'achat de matériel, tentes, véhicules, générateurs, etc. Cependant, malgré ces bonnes paroles, nombre de voix, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Mozambique, se sont élevées contre la présence prolongée de troupes rwandaises dans le pays. Cette présence a favorisé l'arrivée au Mozambique de sociétés privées venues de Kigali. C'est ainsi que Radarscape, une société rwandaise spécialisée dans la sécurité, a gagné un contrat de 800 000 $ pour la réhabilitation de logements. En outre, des sociétés affiliées à la puissante holding Crystal Ventures, bras financier du parti au pouvoir à Kigali, sont à présent très bien implantées dans le pays. Un pays où vivaient et où continuent à vivre un certain nombre de réfugiés et d'opposants rwandais. La présence militaire et sécuritaire du régime de Kigali est très certainement à l'origine des assassinats et des disparitions de certains d'entre eux. Venancio Mondlane a quant à lui mis en cause les concessions faites par le président sortant Filipe Nyusi à Paul Kagame et les liens étroits qu'il aurait noués avec ce dernier. Mondlane a même dénoncé ce qu'il a appelé un colonialisme rwandais imposé à son pays, et il a émis des craintes quant à l'ébauche d'un scénario à la congolaise pour le Mozambique. Dans le contexte des troubles consécutifs à la récente élection présidentielle, vraisemblablement truquée comme nous l'avons vu, il est fort à craindre que le dictateur rwandais ne tente de s'ingérer davantage dans les affaires intérieures du Mozambique afin de consolider par la force le régime du Frélimo et de développer les bonnes affaires de lui-même et de ses proches dans le pays. Pour finir, je voudrais évoquer quelques souvenirs personnels concernant les liens que j'ai avec le Mozambique. En 1990, le Programme alimentaire mondial m'avait envoyé au Malawi, petit pays dont la partie sud est presque enclavée à l'intérieur du Mozambique. Lorsque j'y suis arrivé, 1 million de réfugiés mozambicains vivaient au Malawi, un pays qui ne comptait à l'époque que 9 millions d'habitants, ce qui faisait qu'il y avait un réfugié pour 9 habitants à l'époque. Pendant près de 4 années, j'ai géré le programme d'assistance alimentaire à ce million de réfugiés répartis dans divers camps proches de la frontière. J'ai également effectué des missions sporadiques à travers cette frontière afin d'organiser l'envoi de vivres aux populations déplacées installées dans des localités tenues
par l'armée gouvernementale du Mozambique à proximité de la frontière du Malawi. C'est là que je devais découvrir des petites villes en ruine, dévastées par les combats et les pillages, et une population famélique vêtue de loques. En 1992 furent conclus des accords qui mirent fin à la guerre grâce aux discrets et inlassables efforts menés depuis Rome par la communauté Sant'Egidio. Ces accords permirent de commencer une gigantesque opération de rapatriement des réfugiés vivant au Malawi et dans d'autres pays voisins du Mozambique, opération à laquelle j'ai participé. En fin d'année 1993, le Programme alimentaire mondial me nomma à Maputo, la capitale du Mozambique. Là, je pris la responsabilité du versant alimentaire de la grande opération déclenchée par les Nations Unies pour démobiliser l'essentiel des combattants, tant ceux de l'armée gouvernementale que ceux de la RENAMO. Ils avaient été cantonnés dans 49 camps de transit et d'orientation, répartis dans toutes les provinces du pays. Après un séjour de quelques mois dans ces camps, les soldats démobilisés étaient ramenés dans leur localité d'origine afin d'être réintégrés dans la vie civile, tandis qu'une minorité de soldats, censés être les meilleurs, étaient sélectionnés afin de former la nouvelle armée mozambicaine, composée d'anciens militaires du Frelimo et de la RENAMO. Parallèlement, un processus civil avait été mis en place devant conduire aux premières élections multipartites qui eurent lieu en 1995. Tout cela, je l'ai vécu de très près et de l'intérieur. Je pourrais en parler pendant des heures, tant les péripéties et les crises n'ont pas manqué. 1000 fois, nous avons craint le pire et une possible reprise des hostilités. Finalement, le bilan de ces années est positif, puisque le Mozambique a connu 2 décennies de paix et de relative stabilité qui ont permis un remarquable décollage économique. C'est au Mozambique que j'ai appris à parler portugais. Quand j'ai quitté le pays, je le parlais à peu près correctement. Je ne l'ai plus utilisé jusqu'à ce que je me lance en 2021 dans un projet en faveur des Amérindiens Enauene-Naue au Brésil. Comme quoi, on ne perd jamais son temps à apprendre une langue. À l'époque où j'y vivais, les principales exportations du Mozambique étaient la noix de cajou, dont il était le premier exportateur mondial, et les grosses crevettes et autres langoustes. Depuis, nous l'avons vu, la découverte d'immenses gisements gaziers et pétroliers a bouleversé la donne économique, tout en attisant bien des convoitises, ainsi, hélas, qu'une insurrection armée au nord du pays et la dévastation de la province du Cabo Delgado. Voilà ce que je pouvais dire au sujet de ces souvenirs. J'y reviendrai peut-être un jour, parce que j'aurai beaucoup à dire sur le rôle de l'ONU dans ce pays et sur ce qui s'est passé depuis. Mais le temps imparti étant arrivé à son terme, je vais vous laisser avec un peu de musique traditionnelle du Mozambique. Notez bien en écoutant cette musique le son du xylophone traditionnel du Mozambique, ce son cristallin que vous allez entendre. C'est sur ces mots que je vous laisse et que je vous dis à la semaine prochaine, chers auditeurs et auditrices.